Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Adobe Photoshop Lightroom dans sa version 4. Et aujourd'hui nous allons aborder la gestion des couleurs dans le logiciel. Donc c'est un tuto qui va être assez gros, je pense qu'on va bien arriver à la demi-heure quand je vais finir, puisque Lightroom a beaucoup d'options liées à la couleur, puisque la couleur c'est quand même une des notions de base de la photographie. Et je vais essayer de faire un tour le plus exhaustif possible des diverses options liées à cette gestion de la couleur sous Lightroom. Alors, donc déjà, sélectionnez une image qui contient des couleurs assez variées, comme par exemple celle que j'ai choisie ici, qui est une image liée à une attraction de fête foraine. Et rendez-vous dans l'onglet Développement. Alors moi, je vais simplement la recadrer pour avoir ici les panneaux qui montent et qui descendent, même si là, après, je coupe cette partie-là. Bref, ça va vous permettre aussi d'avoir quelque chose d'un peu mieux cadré pour observer ce qui se passe. Donc déjà, on va commencer par deux outils qui seront détaillés, détaillés dans d'autres vidéos. Donc le premier outil, c'est celui-ci, c'est le pinceau de réglage, qui va vous permettre donc d'agir sur une zone présélectionnée. Vous voyez, vous avez quand même, au niveau de la température de couleur et de la saturation, la possibilité donc d'agir sur la colorimétrie de votre image de manière locale. Le deuxième, c'est le filtre gradué, qui recèle exactement les mêmes options de réglage, et donc la gestion de la température de couleur et de la saturation. Je vais pas forcément vous expliquer dans le détail le fonctionnement, simplement donc le pinceau pour vous montrer. Il vous permet de tracer sur une zone quelconque, donc en cliquant ici vous affichez la zone que vous avez peinte, et ensuite par exemple, si vous agissez sur la saturation, vous allez modifier la saturation uniquement de la zone où vous avez peint. Voilà. Donc c'est un outil par exemple que j'ai utilisé aussi sur le tuto de la désaturation partielle. Vous allez pouvoir donc aussi modifier, comme vous le voyez, la température de couleur. Et donc vous voyez par exemple si vous faites quelque chose comme ça, vous pouvez avoir un ciel qui va être particulièrement bleu et ça peut éventuellement avoir un intérêt en fonction du rendu que vous souhaitez avoir. Bref, donc ça c'était pour le pinceau. Pour ce qui est du filtre gradué, on a donc les mêmes options, simplement le filtre, quand vous allez le tracer, en fait, vous allez avoir une zone où l'effet va s'appliquer, puis une zone où l'effet va être dégradé petit à petit pour progressivement revenir sur la photo normale, pardon. Et donc si par exemple je jaunis ma balance des blancs, vous voyez qu'ici c'est uniforme au niveau de l'application, et ici, petit à petit, ça revient sur ma balance classique, ce qui va me permettre de donner cette couleur par exemple un peu jaunie, ensoleillée, coucher de soleil, effet coucher de soleil à mon ciel et à mes nuages, sans venir dénaturer l'ensemble de la colorimétrie de mon image. Donc si je baisse encore comme ça, vous voyez, je vais pouvoir venir ici avoir cet effet qui va s'arrêter plus haut dans l'attraction pour ne pas venir jaunir toute l'attraction. Donc voilà, donc le filtre gradué c'est extrêmement pratique aussi pour faire des effets assez particuliers. Ça permet aussi par exemple de simuler un tilt shift. Vous allez faire un premier filtre avec un flou qui va être très important puis progressif vers le centre, et un deuxième qui va être progressif puis très important, et vous allez obtenir votre effet tilt shift. Donc c'est l'effet qui vous donne l'impression d'avoir pris des photos en miniature. On reviendra sur cet effet dans Lightroom dans une vidéo à venir, puisque la plupart des gens utilisent soit des logiciels dédiés, soit Photoshop pour faire cet effet-là, mais il est également réalisable de manière que je qualifierais d'artisanale dans Lightroom. L'avantage c'est que si vous n'avez que Lightroom, vous pouvez malgré tout faire un effet tilt shift assez facilement et assez rapidement, donc on y reviendra, ça se fait à l'aide du filtre gradué. Donc voilà, ça déjà c'était les deux petits outils, et donc pour comprendre l'intérêt sur la colorimétrie, on va regarder les réglages de température de couleur et de saturation. Alors la température de couleur c'est pareil, ça va faire l'objet d'une vidéo dédiée en termes de base de connaissances photographiques, donc je vais pas trop rentrer dans le détail, mais pour faire simple, des lumières n'ont pas forcément la même température de couleur, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas la même teinte. Une lumière par exemple qui va être phosphorescente va être beaucoup plus bleue qu'une lumière qui va être tungstène comme les anciennes ampoules à incandescence. Au même titre que quand vous allez avoir un temps nuageux, la lumière ne va pas avoir tout à fait le même spectre lumineux que quand vous allez avoir un temps dégagé avec le soleil qui tape fort,
Et donc votre appareil, lui, n'est pas capable, comme l'œil humain, de compenser ces différences en temps réel, ou même de compenser chaque source de lumière si elle n'a pas la même température. Donc vous pouvez vous retrouver, j'avais une photo de gymnase par exemple lors d'une expo canine où il y avait une ampoule sur deux qui était en tungstène, une ampoule sur deux qui était en fluorescente. Donc quand je prenais mes photos, j'avais des zones plutôt bleutées et des zones plutôt jaunes. Et pour corriger ça, vous allez être obligé d'utiliser donc la gestion de la température de couleur, soit pour trouver un juste milieu sur l'ensemble de l'image, soit en corrigeant les zones avec l'aide des filtres gradués ou du pinceau en fonction de ce que vous souhaitez corriger. Donc la température de couleur, ça va permettre, si votre image est trop bleue parce que votre appareil n'a pas bien interprété votre image, eh bien vous allez pouvoir, donc imaginons que votre appareil vous a sorti une photo comme ça. Donc ça peut arriver par exemple si vous avez dit que vous êtes en balance des blancs flash et que le flash ne s'est pas déclenché. Vous allez avoir ce type de choses. Si vous êtes en JPEG, clairement, vous ne récupérerez pas l'ensemble de la colorimétrie de votre image. C'est impossible, les images dénaturées en bleu, c'est perdu de manière quasi définitive. Par contre, si vous êtes en RAW, comme la température de couleur, c'est une interprétation après l'enregistrement du fichier, et vous pouvez la changer. Et donc vous allez pouvoir ramener comme ça petit à petit sur des couleurs plus chaudes et plus réalistes, et même de la même manière, donc vous allez pouvoir l'utiliser comme effet créatif pour vraiment donner un effet de chaleur. Et donc, vous avez la teinte aussi. Alors ça, c'est ce que je reproche à beaucoup de boîtiers et que j'apprécie beaucoup chez Sony, c'est que la teinte est également pré-réglable sur les appareils, ce qui n'est pas le cas chez tous les concurrents. Vous avez souvent que la température en bleu-jaune, mais la teinte en vert-rose, là, vous n'avez pas forcément la possibilité de l'avoir. Ça, c'est quand même embêtant, parce que quand vous avez des lumières un petit peu particulières, la juste compensation va se faire vraiment avec un jeu des deux. Et donc vous pouvez aussi l'utiliser de manière créative, voilà, pour obtenir donc des variations de tendances diverses et variées au niveau de la colorimétrie de votre image. Donc voilà pour la première partie, la balance des blancs. Hop. On va ensuite passer dans la partie tonalité ici, et on va avoir surtout 3 curseurs qui vont vraiment jouer sur les couleurs. Le premier, c'est le curseur de contraste, parce qu'on l'oublie souvent, mais modifier le contraste modifie grandement l'aspect des couleurs et pas uniquement la gestion de la lumière. Vous voyez qu'ici on a des couleurs qui sont parfaitement ternes, et ici on a des couleurs qui sont extrêmement vives, extrêmement relevées. Pourtant on n'a pas touché à la vibrance ou à la saturation, on a joué que sur le contraste de l'image. Donc le contraste reste une façon à part entière d'agir sur la colorimétrie de votre image. Ensuite on va aller ici au niveau de la vibrance. La vibrance, c'est en fait un peu la profondeur de la couleur, si je peux dire. Donc vous voyez bien la différence, hein. Par exemple, si je force sur la vibrance, hein, on voit très clairement la différence sur le rendu. Et vous avez également la saturation. Et donc la saturation, c'est pas la profondeur de la couleur, c'est plus l'intensité de la couleur. Alors, pour vraiment bien détailler, on va reprendre en faisant une copie virtuelle déjà pour que vous puissiez comparer les deux. Alors, copie virtuelle, voilà. Donc on va en pousser une au niveau de la vibrance. On va en pousser une au niveau de la saturation. Et on va afficher les deux. Voilà. Donc pour faire cet affichage-là, en fait, j'utilise l'option d'affichage secondaire qui me permet d'afficher plusieurs images en même temps sous Lightroom. Et vous y accédez avec la touche F11 de votre clavier. Donc là, on voit bien la différence entre si j'ai poussé l'un ou l'autre des paramètres. Donc là, j'ai poussé la vibrance, donc on se rend bien compte que mes nuages qui étaient plutôt blancs avec une tendance jaune sont restés globalement blancs avec une tendance jaune. Le jaune n'est pas venu éclabousser mes nuages. Donc voilà, alors que quand je pousse la saturation, on voit bien que là le jaune ressort beaucoup plus ici par exemple, qu'il ne ressort ici avec la vibrance. Par contre, inversement, j'avais un bleu qui était déjà prononcé, avec la vibrance ici, au niveau du breakdance, j'ai le bleu qui ressort beaucoup plus qu'avec la saturation. Donc on se rend bien compte qu'il y a quand même une différence dans le rendu de ces deux paramètres,
Ce l'un donc est la profondeur de la couleur et l'autre c'est plutôt son intensité comme je vous le disais. Alors après ça c'est vraiment mes mots à moi, hein, c'est mon ressenti, je vous donne pas une définition littéraire de l'un et de l'autre. Je pense que sur ce genre de choses, des éléments comme Wikipédia vous donneront des choses beaucoup plus précises. Mais voilà, en tout cas, pour bien comprendre que la subtilité, que les deux critères sont vraiment complémentaires dans le traitement de la colorimétrie de votre image, et donc utiliser l'un ou l'autre va forcément avoir des répercussions totalement différentes. Donc voilà, on va supprimer la copie virtuelle, on va revenir sur notre image, hop, voilà. Donc ça c'était une autre façon d'agir sur la colorimétrie. Alors on va faire juste un petit aparté sur la courbe des tonalités, puisque la courbe des tonalités gère en fait, pour simplifier à l'extrême, vous allez retoucher le contraste en utilisant la courbe. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, le contraste agit sur votre colorimétrie. Donc fatalement, si j'utilise la courbe ici, eh bien j'ai ma colorimétrie qui s'en retrouve affectée, et j'ai là par exemple des couleurs qui sont déjà beaucoup plus intenses. Avec une toute petite courbe en S, pas spécialement très prononcée. Voilà, donc la courbe des tonalités peut avoir également un effet sur la colorimétrie d'une image, et c'est un outil qui peut être à utiliser pour la retouche de sa couleur. Simplement, cette courbe-là, on y reviendra, c'est pour ça que je vous détaille pas comment interpréter les diverses zones qui vous montrent ici en surbrillance, ou comment utiliser ce petit outil-là qui vous permet d'aller chercher des zones bien précises, puisqu'on reviendra vraiment sur cette courbe sur une autre vidéo, qui sera peut-être d'ailleurs publiée avant celle-là, hein, donc n'hésitez pas à regarder. Voilà. Et ensuite on attaque dans le gros du sujet, et le gros du sujet c'est la TSL, teinte saturation luminance, où là on va vraiment pouvoir commencer à faire bien joujou avec les couleurs. Alors pourquoi? Bah parce que on va pouvoir déjà agir sur chaque couleur séparément. Donc ça c'est un premier bon point, on va pas être obligé de rehausser toutes les couleurs, ou de rabaisser toutes les couleurs. Donc par exemple la saturation ici, couleur par couleur, moi je l'utilise quand par exemple sur une photo de paysage où j'ai forcé un petit peu la saturation globale en haut ici. Donc j'ai poussé la saturation et la vibrance un peu loin, et que par exemple je me retrouve avec une herbe trop verte alors que toutes les autres couleurs me plaisent, et ben je vais venir ici et je vais par exemple rabaisser uniquement un peu le vert, ce qui fait que je récupère une teinte sur l'herbe qui va être d'un vert beaucoup plus naturel, en continuant d'exhauster un petit peu les autres couleurs. Pour ceux qui suivent un petit peu mon travail, par exemple au niveau photographique, si vous avez regardé les images de Plitvica Jezera par exemple, c'est très clairement ce qui a été fait. Les images ressortaient un petit peu ternes à la base quand j'ai commencé le dématrissage. Donc pour retrouver les couleurs vraiment impressionnantes de ce parc naturel, ben, j'avais poussé la saturation et la vibrance. Et je me retrouvais quand il y avait des coins d'herbe ou un peu trop d'arbres avec des arbres et de l'herbe qui était vraiment beaucoup trop vert pour être naturel. Ce qui fait que je retrouvais la couleur de l'eau, mais je dénaturais la couleur des arbres par rapport à ce que j'avais réellement vu. Donc j'arrivais pas à trouver le bon compromis. Si je remettais des arbres naturels avec une application générale, je me retrouvais avec une eau qui devenait plus terne que ce qu'elle était réellement quand on l'a vue. Donc bah là j'ai utilisé effectivement ça, vibrance et saturation, et ensuite je suis venu donc retirer du vert. Donc ça c'est vraiment une méthode extrêmement facile et ça évite d'avoir à faire des masques de zones pour dire bah voilà toute cette zone là je veux la saturer un peu moins ou je veux en réduire la vibrance. Là c'est vraiment beaucoup plus rapide, on applique ça sur tout le vert qui ressort un peu trop et c'est réglé, ça prend 10 secondes. Donc on va faire le point sur ces trois paramètres là. Donc le premier c'est la teinte. Alors la teinte va vous permettre en fait de faire dériver une couleur vers ces deux couleurs les plus proches dans le spectre. Donc le rouge, ces couleurs les plus proches, c'est celles qui sont au-dessus et en dessous à chaque fois, hein. Elles n'ont pas été mises dans cet ordre-là pour rien. Ce qui fait que le rouge, c'est le orange, et comme il n'y a rien au-dessus, on repasse en dessous de la liste ici, et donc c'est le magenta. Donc si je vais sur la gauche, je vais faire tirer mon rouge vers le magenta. Et on voit bien ici, je vais rebouger mon curseur, observez bien cette zone-là, à l'arrière ici avec les petites loupiottes. Vous voyez bien que là c'est plutôt magenta, là hop, ça revient sur du rouge, et plus je m'écarte, plus on revient sur un orange. Donc ça va me permettre, voilà, comme ça, de dire, ben, mon rouge, je veux qu'il soit plutôt orange. Et après, mon orange, je vais pouvoir dire, je veux qu'il soit plutôt vert. Et comme vous le voyez là, le orange, ce qui était devenu orange, va bien dans le vert. Ça ne va pas changer que le orange originel, c'est tout ce qui est orange à la suite de mon traitement déjà du rouge,
qui va passer vert. Donc ça me permet in fine de passer quelque chose qui était rouge à une couleur verte, puisque j'ai poussé le rouge vers le orange et ensuite j'ai poussé le orange vers le vert. Vous voyez, si je pousse le... Donc en fait j'ai poussé le orange vers le jaune très exactement, et là je pousse le jaune vers le vert, et je me retrouve avec quand même des tons qui sont beaucoup plus à tendance verte. Donc après, c'est pas non plus flagrant ici sur le orange, hein, mais c'est déjà mieux que quand j'avais... Vous voyez que le jaune a quand même agi un petit peu sur le orange, mais voilà, c'est pas... Moi ce que j'aurais bien voulu, c'est que vraiment si je poussais le orange à fond sur le jaune, quand je bougeais le jaune, le orange qui était donc devenu jaune soit vraiment très très affecté pour l'amener sur le vert. On ne va quand même pas jusque là, mais on a quand même une action qui va un petit peu au-delà du curseur qui a été bougé pour changer la couleur de base. Donc ça c'est déjà pas mal sympa, et ça va nous permettre donc d'adapter un peu la couleur en fonction de l'ambiance qu'on a envie de rendre. Et voilà, et en concert ça peut aussi permettre par exemple, au détriment bien sûr du travail de l'éclairagiste, mais quand il n'y en a pas eu ou très peu, bah, ça peut vous permettre de donner des ambiances différentes à un même shoot. Vous avez un shoot et bah, s'il est éclairé en rouge et violet par exemple, ou en vert et bleu, vous n'allez pas du tout avoir le même ressenti dans l'image. Le rouge et violet va vous donner quelque chose de plus chaud, de plus posé, de plus sympa. Alors que une association de vert et bleu par exemple va vous emmener vraiment sur quelque chose de beaucoup plus péchu, et donc en fonction de si vous avez par exemple shooté un mec qui est en train de sauter avec sa guitare avec les cheveux à moitié en l'air parce qu'il est en train de retomber, etc. Bah, l'éclairage rouge et bleu sera pas forcément le plus intéressant, et donc vous allez passer sur quelque chose d'un peu plus péchu. Voilà, donc ça va pouvoir se faire avec la partie teinte qui est ici. Donc vous pouvez ici sélectionner qu'une partie des curseurs. Moi je travaille toujours avec l'ensemble. Et voilà, vous pouvez, comme vous le voyez ici, changer ce que vous voulez voir apparaître. Ensuite on va aller voir cet onglet-là. L'onglet noir et blanc, j'en parlerai pas parce que je l'aborderai par contre sur la partie du traitement noir et blanc. Revenons à la TSL pour l'instant. La TSL, on a donc la saturation. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, sauf que là on va pouvoir saturer couleur par couleur. Vous voyez, si je touche au rouge, je vais pouvoir par exemple quasiment retirer complètement le rouge de mon image, sans avoir dénaturé les autres couleurs, que je vais même pouvoir, pour compenser, renforcer, si j'en ai envie. Et par exemple, je ne vais pas renforcer le bleu, parce qu'entre les spots et le ciel, ça va faire trop. Donc voilà, vous voyez, et là par exemple, entre le avant et le après, on constate bien que j'ai perdu mon rouge. Par contre, j'ai d'autres couleurs qui sont un petit peu plus vigoureuses quand même que ce que j'avais avant. Donc la saturation différenciée pour chaque, euh, pour chaque couleur. Donc vous voyez, hein, sur chaque thème, si par exemple je bouge le rouge et le orange et que je veux juste réinitialiser le orange, je double-clique sur le orange pour le remettre à sa valeur de base. Si par contre j'ai bougé, par exemple 3 curseurs ou 4 curseurs, et que je veux remettre tous les curseurs à zéro, je double-clique sur la catégorie saturation, et là je me retrouve avec automatiquement la saturation qui se remet à zéro. Ici j'ai un petit curseur, et je vais pouvoir aller me balader comme ça, et genre si je me mets sur cette couleur-là, que je sais pas trop si c'est plutôt du rouge, plutôt du magenta ou quoi que ce soit, vous voyez, je me mets dessus, et il va me griser légèrement le zéro qui est en face de... et me mettre en surbrillance aussi le nom de la couleur. Donc je vais pouvoir savoir qu'ici, je suis clairement sur du rouge. Quand je me décale ici, tac, là je passe dans la zone du magenta, vous voyez. Ou là je reviens dans le rouge. Donc ça va me permettre vraiment de savoir quel curseur utiliser si je veux agir sur une partie précise de mon image. Ben, je vais pouvoir déterminer comme ça en fait la couleur à utiliser, vous voyez. Donc voilà, donc ça c'est plutôt pratique. Et vous l'avez aussi bien pour la saturation que pour la teinte et la luminance. Et donc pour la luminance, donc même principe, hein, on réinitialise les curseurs soit séparément, soit en tapant dessus. On a donc le petit point qui est là pour aller sélectionner une couleur. La luminance va me permettre de dire si la couleur, je veux l'éclaircir ou la foncer. Donc par exemple, toujours pour prendre le rouge qui est très visible ici au niveau des lampes, si j'ai envie que les lampes soient plus vives, ben je vais pouvoir comme ça venir augmenter la luminance de mon rouge pour lui donner un effet un peu plus pétant, donc beaucoup plus lumineux. On voit bien aussi sur les spotlights ici que ça s'éclaircit, mais donc on a l'impression qu'il donnait un peu plus de pêche, un peu plus de lumière. Et inversement, je vais pouvoir venir les foncer. Et là, on voit bien que ça vient vraiment foncer l'image au niveau des parties rouges, ici au niveau des spots, ou ici au niveau des spots. Donc après, il faut faire attention, hein, ici on a des choses qui sont pas du tout naturelles, qui font des gros aplats. Donc après, il faut quand même trouver, hein, comme tout curseur, le juste milieu. Vous voyez, là, je vais pouvoir par exemple foncer ici.
Et donc entre mon image de base et mon image retouchée, on voit bien que le rouge est quand même plus tout à fait de la même apparence. Donc la luminance, c'est assez sympa aussi. Ça peut permettre aussi de rééquilibrer les choses. Si par exemple vous avez une voiture qui avait une partie à l'ombre, une partie au soleil, que ça crée des différences de couleurs, bah, vous allez pouvoir en fait venir retoucher par exemple certaines parties de la voiture ou quoi que ce soit en jouant sur la luminance. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal aussi, c'est quelque chose que j'utilise un petit peu moins, mais qui peut voilà, venir permettre de rééquilibrer certaines couleurs dans une image si elles ressortent un peu trop, ou au contraire si elles ressortent pas assez parce qu'elles étaient à l'ombre, ou voilà. Donc ne surtout pas hésiter à jouer avec ces curseurs, hein, ça peut vous permettre d'avoir des choses vraiment extrêmement différentes d'une photo de base. Et donc on va passer ensuite à la partie couleur qui est ici, pour voir un peu comment elle agit sur l'image. Donc, cette partie couleur, c'est ni plus ni moins que la partie TSL que vous avez là, mais vous sélectionnez la couleur sur laquelle vous voulez jouer. Donc si je sélectionne le rouge, je vais pouvoir, avec une seule couleur, sélectionner teinte, saturation, luminance. En fait, je vais juste reclasser les paramètres, puisque vous voyez, si je fais tout, au lieu d'avoir les teintes, puis les saturations, puis les luminances, j'ai teinte, saturation, luminance du rouge, teinte, saturation, luminance du orange, teinte, saturation, luminance du jaune. Et j'ai ça voilà pour les 8 couleurs qu'ont décidé de mettre en fait Adobe dans le programme. Donc soit j'en sélectionne une, soit je les sélectionne toutes. Et donc en fait, quand je les sélectionne toutes, vous voyez, la seule différence c'est vraiment l'organisation de mes curseurs. Donc voilà, ça va vraiment me permettre simplement de réorganiser mes curseurs différemment, mais fondamentalement j'ai exactement les mêmes actions possibles dans TSL et dans couleur. Et donc noir et blanc, je vous ai dit que je vous le détaillerai pas, mais je vais quand même vous expliquer à quoi ça correspond. Ça vous passe votre image en noir et blanc, donc ça revient à la même chose que si ici vous cliquez, vous voyez, ça l'active aussi, traitement en noir et blanc. Et vous allez venir pouvoir comme ça bouger chaque couche de couleur pour gérer en fait le contraste que vous voulez donner à votre image, en fonction de l'aspect que vous voulez lui donner, pour que ce soit pas trop gris, ou pas trop noir, ou pas trop blanc, ou au contraire si vous voulez faire du highkey, du low-key, enfin voilà. Donc ça c'est pareil, et vous allez pouvoir venir ici, hein, comme toujours, sélectionner quelle couleur était à la base de tel endroit pour pouvoir ensuite savoir sur quoi le bouger. Voilà. Donc ça déjà, c'est le plus gros bloc, donc c'est bien qu'on l'ait fini. Ensuite, on a le virage partiel. Alors, le virage partiel, qu'est-ce que c'est? Le virage partiel, c'est ce qui va vous permettre de donner une dominante colorée globale à l'ensemble de votre image, mais en respectant en fait l'exposition et les couleurs qui sont en dessous quand même. C'est-à-dire que si par exemple je viens sur du rouge, vous voyez, j'ai quand même du jaune, du orange, etc. qui ressort, mais ça vient me remettre un peu comme si j'avais eu un filtre rouge sur mon objectif. Et ben je vais avoir ce filtre rouge là, donc sur les tons clairs et sur les tons foncés. Je peux faire les deux. En utilisant la saturation plus ou moins, de manière plus ou moins importante, et ben je vais accentuer ou non l'affichage de la couleur en question. Moi, ce que je vous conseille par contre pour sélectionner la couleur de votre virage partiel, c'est de vous mettre en saturation maximum. Ça vous permet de bien voir la couleur ici dans la case. Vous sélectionnez la couleur qui vous botte bien. Et ensuite, vous adaptez l'effet pour faire votre virage partiel. Donc vous voyez, si par exemple on va prendre que des couleurs kaki et marron par exemple, tac, on va faire quelque chose dans ce goût-là, voilà, et quelque chose dans ce goût-là par exemple, voilà, et que je les pousse un petit peu, bah imaginez-vous ce type de traitement par exemple de virage partiel sur une photo d'une reconstitution historique de l'après-guerre par exemple, et bah vous allez avoir quelque chose qui va vous donner vraiment un effet de photo de l'époque par exemple, vous voyez. Et ensuite la balance va vous permettre de définir entre les basses et les hautes, entre les tons clairs et les tons foncés, les basses et les hautes lumières en fait, laquelle vous privilégiez pour orienter votre virage partiel plutôt sur une couleur ou plutôt sur l'autre. Donc le virage partiel c'est vraiment un effet créatif à part entière, et faut pas hésiter à l'utiliser pour donner une personnalité à vos images.
Après, moi, ce que j'aime pas trop dans ces effets-là, c'est que ça fait souvent un peu des effets Instagram. Et Instagram, pour moi, c'est quand même de la photo poubelle. Par contre, ça peut aussi vous permettre d'avoir un effet sépia bien à vous, puisque le sépia, c'est ni plus ni moins qu'un virage partiel prédéterminé. Donc ça peut vous permettre de faire un sépia, mais avec une dominante légèrement différente ou totalement différente, tout en restant dans l'esprit sépia. Et sur certaines photos, ça peut vraiment avoir un intérêt pour faire ressortir l'ambiance générale de la photo et de l'action qui est qui est capturée. Et enfin, on va descendre sur la dernière partie qui peut gérer la couleur, même si là pour moi c'est plus pour compenser des billets de son boîtier que pour vraiment agir sur la couleur. Et vous allez pouvoir comme ça en fait venir jouer sur les teintes foncées, jouer sur les 3 couleurs primaires, etc. etc. Et vous allez avoir des pré-réglages qui vont vous permettre, par exemple, vous voyez, Clear, on va déjà vous pré-régler un peu les choses, sans toucher ici, uniquement en touchant, en fait, à des réglages de base, à du vignettage, à des choses comme ça. Vous allez pouvoir vraiment avoir des pré-réglages colorimétriques assez intéressants, vous voyez. Et donc, par exemple, quand vous faites un paysage, et ben, effectivement, le landscape va vous faire ressortir les couleurs, sans trop vous faire ressortir le bleu, par exemple. Et donc, vous allez avoir quelque chose qui va être extrêmement sympa. Et vous allez pouvoir réintervertir ensuite dessus pour accentuer ou non certains effets. Si vous voyez, là, j'ai vraiment la main sur mes curseurs, ça ne les bouge pas. Ça vient déjà me rehausser ou me rabaisser certaines valeurs sans toucher à mes autres curseurs, donc c'est vraiment bien parce que ça me permet d'aller un peu plus à l'extrême pour compenser certaines choses. Donc voilà, donc ça pour moi c'est vraiment pour compenser les biais de votre boîtier. Une fois que vous le connaissez bien, vous savez quel pré-réglage appliquer dans quelle situation. Et c'est super pratique. Voilà. Là encore, vous voyez, voilà, il y a pas mal de choses donc, qui sont faites au départ pour des situations spécifiques. Mais qu'après, voilà, c'est pas parce que c'est marqué portrait ici, il faut l'utiliser que pour le portrait. Si vous jugez que sur un paysage précis, ça s'y prête bien, et ben voilà, ça s'y prête bien, et point. À vous de vous faire plaisir après avec les diverses options pour obtenir l'image que vous voulez. Donc voilà pour ce tuto sur la couleur dans Lightroom, dans sa version 4. On est effectivement pas loin de la demi-heure, donc c'est un bon gros tuto. Hein. Pour ceux qui s'y sont tenus jusqu'au bout, ben je vous félicite, bravo. Et n'hésitez surtout pas si vous avez des questions, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Vous avez aimé ma vidéo? Alors vous avez plusieurs façons de soutenir mon travail. La première est de vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi venir vous abonner sur ma chaîne Facebook, sur ma page Google+, visiter mon site web, ou encore suivre mon flux Twitter. N'hésitez pas, toutes les manières sont bonnes. Dans tous les cas, vous pouvez liker cette vidéo avec le pouce vert, et bien sûr, la partager pour la faire découvrir à vos amis. Merci d'avance pour votre aide.